Donc j'appelle le premier panel. Alors, est-ce que vous savez qui Christophe Florent de Courson, Griot, Thomas Bureau, Chris Voilà. Marcia, Christophe de Courson, Simon Pollereau. Voilà. Donc merci d'être là pour commencer cet après-midi. D'abord, je vais vous demander de vous présenter chacun, parce que ce sera beaucoup plus facile que vous le fassiez vous-même. Je vous demanderai juste de ne pas commencer avec l'époque des dinosaures sur votre CV, et de le faire en moins d'une minute. Et je commence évidemment par toi, Christophe. Ça marche, hein? Oui. Bonjour, Christophe de Courson, président fondateur d'Agentic Group France. C'est une division d'un groupe américain qui s'appelle Agentic également. Et on a créé une division en France, j'ai créé une division en France. Et c'est un consortium de membres global d'entreprises liées à la blockchain qui a été fondé par Rick Wieland à New York. Et donc nous faisons du conseil aux entreprises, au gouvernement, aux banques, aux institutions, à travers nos membres qui sont à 80% aux États-Unis. Et on fait ça depuis 2014. Merci, Christophe. Bonjour, Chris Marcia, je suis le Chief Compliance Officer de SnapSwap, un établissement de monnaie électronique basé au Luxembourg. Je suis également le chairman du Virtual Currencies Working Group, également à Luxembourg. Et je suis aussi administrateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Alentor Blockchain Investment. Bonjour, Florian. Donc moi, je suis le fondateur et partenaire de Astoria.vc, qui est un fonds early stage qui investit en Europe sur la thématique liée à l'assurance. Ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse aux questions de blockchain. J'ai écrit plusieurs articles dessus, sourcé beaucoup de boîtes et réalisé quelques investissements pour mon précédent employeur AXA Strategic Ventures. Et évidemment, dans les questions d'assurance, la question de la blockchain est clé. Et les écosystèmes qui sont en train d'être créés par les ICO sont évidemment liés de près, d'où mon intérêt pour cette question-là. Bonjour, Thomas Bureau, donc je suis directeur chez l'Argia Finance. L'Argia Finance est une société de conseil en fusion, acquisition et levée de fonds depuis 2005. On a 4 métiers qui sont la cession, l'acquisition de sociétés, la levée de fonds et le conseil stratégique. On a un fort ADN FinTech puisqu'on a fait notre première opération en 2011. Et voilà, on a vu apparaître forcément la blockchain il y a 2 ans, donc on n'aime pas comprendre, donc on s'est plongé un peu dedans. On a créé une équipe qui est dédiée sur le domaine et depuis 6 mois, on accompagne les ICO, voilà, qui font le sujet pour lequel nous sommes tous ici. Alors merci. Alors désolé, je suis en train de tapoter sur ma machine parce que Simon Pollereau est coincé dans les transports. Voilà, donc en live, nous savons qu'il va arriver dans quelques minutes. On va commencer sans Simon alors. Alors, la question que je vais vous poser à chacun d'entre vous, elle est vraiment très générale. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes ici, c'est pour que vous expliquiez, qu'on puisse comprendre c'est quoi ce phénomène des ICO. On entend dans la presse que 2 milliards auraient été levés ces derniers mois à travers des ICO. On entend que des ICO ont levé des sommes absolument vertigineuses, parfois en quelques heures, voire en quelques minutes. Alors, c'est quoi le bilan que vous faites de ces derniers mois et comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Est-ce que cette on pourrait dire presque folie va continuer ou on va où? Alors cette fois-ci, je ne vais pas commencer par toi, Christophe, parce que sinon je vais créer des jaloux. Je vais peut-être commencer par Thomas alors. Thomas? Alors, on sait qu'on peut faire déjà un bilan, parce que les premières ICO, on l'a vu la première en 2014, il me semble. On a vu une trentaine d'opérations après en 2016. Et aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à plus de 250 opérations au niveau mondial.
Alors c'est vrai que c'est un secteur qui est relativement jeune, mais aujourd'hui je pense qu'on est déjà limite à un tournant. Les montants sont toujours aussi astronomiques, donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. On parle de quelques millions à 250, 200 et quelques millions de levées en des temps records. Mais il y a des choses qui sont en train de changer déjà très fortement, puisque le taux de réussite des ICO en 2007 jusqu'en juin était à peu près de 80%. On est tombé à 40% cet été, et au mois de septembre, si je dis pas de bêtises, on doit être à peine à 30% et quelques. Donc on fait le constat qu'aujourd'hui, au départ, ça a attiré un peu, effectivement, comme tu disais Thibaut, ça a attiré un peu tout le monde, c'était un peu la folie, le western, etc. Et aujourd'hui, il y a un signal qui est lancé. Les investisseurs commencent à devenir de plus en plus aguerris, etc. Et on peut plus faire n'importe quoi. C'est en train de se professionnaliser et de se crédibiliser petit à petit, ce qui est pour nous une très bonne chose pour le secteur. Ok. Qui veut réagir et Florian. Oui, Florian. Peut-être juste pour rappeler peut-être ce que c'est qu'une ICO, et c'est vrai qu'avec ma casquette d'investisseur, je pense faire la différence entre ce qu'est un investissement, je dirais, en equity classique, un investissement dans une start-up, et un ICO ou une ICO qui permet à une start-up effectivement de lever des fonds sans échange de capital. Donc l'idée, c'est quand on souscrit à une ICO, on n'a pas des parts dans la société, mais on a accès à des tokens qui sont en fait, je dirais, de la prévente de services pour simplifier, et c'est un accès aux services de demain que la société va développer. Donc le pari entre guillemets qu'on fait, c'est pas tellement que la société va croître, etc., c'est qu'elle va permettre elle va réaliser ou réussir à construire le produit ou le service qu'elle a proposé, et que derrière le jeton, du coup, vous allez pouvoir l'échanger contre cet usage. Voilà, ouais, c'est mieux, merci. Contre cet usage, et en fait c'est ça qui donne finalement de la valeur au token, c'est la valeur qu'on donne à l'usage même, et c'est ce qui permet aujourd'hui les échanges qu'on voit à la fois en primaire, hein, donc les montants astronomiques qui sont levés, et les échanges qui derrière font que le prix du token peut parfois s'envoler quelques jours après une ICO. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est la notion d'écosystème. Je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, mais en tout cas la conviction que j'ai, et je pense qu'on en reparlera après, c'est finalement une ICO, c'est comment on crée une sorte de nouvelle monnaie d'échange, donc ce fameux token, qui va permettre d'accéder à un service, mais finalement à un écosystème de services et de prestataires. Et je pense que c'est ça l'enjeu et la vraie différence entre les ICO et les marchés classiques, c'est comment finalement on résout aussi la question des premiers utilisateurs, etc. C'est-à-dire comment vendre un produit qui n'existe pas. Les ICO le permettent, et en les rendant très liquides, ça donne une certaine, je dirais, attractivité. Et l'enjeu à nouveau pour les startups, donc ça va être évidemment délivrer le service, et délivrer cette promesse aussi sur la partie écosystème. Et je pense que c'est ce qu'on va voir, et ceux qui ont levé beaucoup d'argent vont voir un beau challenge sur ces questions-là. Ouais. Oui, alors tout à l'heure, on aura une table ronde qui va décortiquer ce que c'est une ICO en termes de process. Donc on ne va pas revenir dans les détails, mais Chris, c'est quoi votre expérience de ce marché ? C'est quoi le regard que vous portez sur le marché des ICO alors ? Alors, moi je vais vous livrer mon analyse avec deux prismes. Il y a un prisme qui est régulatoire, et puis un prisme qui est... on a un fonds d'investissement et on doit protéger l'argent de nos investisseurs. Donc au risque de mettre les pieds dans le plat, jusqu'à présent, globalement, on a vu du grand n'importe quoi. Les choses commencent on va dire... les enthousiasmes commencent à se dissiper avec les premières class action qui commencent à arriver, et les premiers... C'est quoi les class action qui sont en train d'arriver ? Tezos, ils vont se faire poursuivre. Ça a été engagé hier, pas plus tard qu'hier. Hein. Donc après, quand vous reprenez le bug de Parity, voilà, vous avez à peu près 200 millions qui sont bloqués au milieu de nulle part. Donc voilà. Donc mon propos est de dire on a fait du grand n'importe quoi, et aujourd'hui, les porteurs de projets ICO commencent enfin à se rendre compte que ce qu'ils vendent, c'est pas simplement l'accès à un service futur, mais c'est des fois des securities, donc sous une forme d'action ou d'une forme d'obligation qui n'en est une, pas une, enfin des sortes d'objets hybrides. Et si on regarde bien ça, c'est que tout ça, on est vraiment dans la zone grise. Et la première des choses à faire, c'est que même si on dit dans un projet « notre jeton ou notre token, c'est un utility token, ça donne accès à un service futur, éventuellement si un jour on le délivre »,
ça pourrait être qualifié plus tard, d'ici quelques mois, comme étant ou une action ou donnant un droit économique, et donc securities. Donc, ce qui veut dire securities, ça veut dire un certain nombre d'obligations, puisqu'on fait appel à l'épargne publique. Et quand vous faites appel à l'épargne publique, ben, vous devez identifier qui sont vos actionnaires, qui sont alors vos investisseurs ou vos contributeurs. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle le KYC, hein, quand on travaille dans la finance. Tout le monde connaît ça, le KYC. Donc là, c'est mon premier prisme. La seconde analyse, elle est de dire, du point de vue investissement, là aussi, un peu du grand n'importe quoi, du comportement de mouton de Panurge sur des évaluations qui n'ont aucun sens d'un point de vue économique. La valeur du token, aujourd'hui, on peut l'avoir de deux façons. La valeur du réseau en tant que tel, parce que si on parle d'une blockchain, et ensuite la valeur de qu'est-ce que va être le futur service. Et aujourd'hui, sur ces tokens-là, on est uniquement dans une valeur liée non pas à la valeur intrinsèque du service qui va être fourni, mais sur un aspect purement spéculatoire. Donc, en pratique de marché, ça s'appelle du pump and dump. Alors, soyons clairs. Donc, voilà mon analyse. Maintenant, ça, c'est un peu le côté provocateur. Les choses sont en train, on va dire, de se rationaliser. Les projets, on l'espère, vont devenir de meilleure qualité avec des équipes qui tiennent un peu plus la route. On ne va pas se limiter à un white paper et un beau PowerPoint comme on avait au début des années 2000. Mais on va arriver sur des projets professionnels et où les investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, vont être regardants, on va essayer de comprendre et on va arriver dans des process de due diligence comme on a aujourd'hui dans le monde des VC. Oui. Christophe, comment on explique les montants justement astronomiques des ICO? Parce que pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers de ce monde de la crypto, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui explique qu'on lève 150 millions d'euros, son équivalent, en euros ou en dollars, en quelques heures? Comment on explique ça? Déjà, toutes n'ont pas levé 150 millions d'euros, mais effectivement, il y en a un certain nombre. Je crois qu'on est à 3 milliards en tout. C'est ça, hein, 3,2 ou quelque chose comme ça. Bon. D'abord, ça vient. L'essentiel des investisseurs dans les ICO sont des investisseurs du monde de la blockchain, a fortiori, mais du Bitcoin. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le Bitcoin a considérablement augmenté, surtout l'année dernière, enfin depuis l'année dernière, et que finalement, c'est un investissement, 3 milliards, qui semble énorme, mais qui n'est pas grand-chose par rapport aux gains que ces gens-là ont gagné. Et on parle de 50 000 personnes. On ne parle pas d'1 million de personnes qui vont mettre, ou des petits porteurs, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, on parle beaucoup de régulation, etc. Mais la régulation, bon, très bien. Le problème, c'est que ça concerne que les pays, à la limite, qui pourraient, aujourd'hui, pour l'instant, puisque c'est essentiellement du Bitcoin qui est investi, ou en tout cas des crypto-assets, des crypto-monnaies, que les États, finalement, qui vont considérer cette crypto. À part la Banque centrale ukrainienne, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de banques centrales dans le monde qui acceptent le Bitcoin comme un paiement. Donc, pour l'instant, c'est un non-sujet. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que ça va être élargi, d'ailleurs, à n'importe quel investisseur, parce que ça intéresse tout le monde. Et les montants, donc, pour revenir à ta question, Thibaut, les montants sont liés surtout au gain qui a été fait avec la plupart des crypto-devises et leur évolution. Oui. Alors, quand je vous écoute, ça ne donne pas trop envie d'investir dans les ICO entre nous, hein. Alors, c'est quoi pour vous l'ICO? Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait nous présenter un projet d'ICO existant ou à imaginer dans lequel on pourrait tous raisonnablement investir? C'est quoi l'ICO idéal aujourd'hui pour vous? Qui pourrait s'aventurer dans cette démonstration? Parce que sinon, moi, je vais avoir un problème avec la salle, hein. Mais tu veux dire déjà existant? Tu nous demandes de donner des conseils en vous faites ce que vous investissement. voulez, les gars, vous débrouillez. Hein. Attendez. Hein, donnez-nous envie. Bon, donnez-nous envie. Moi, je m'y risque, quitte à continuer la provocation. Un projet que j'ai vu très récemment qui me semblait tenir la route et résoudre un vrai problème, c'est un projet qui s'appelle Solar Bankers. Donc c'est lié à la blockchain, c'est lié à l'écologie et notamment à la gestion de l'électricité et du grid électrique pour des populations qui n'ont pas forcément accès à l'électricité et qui pourraient l'avoir grâce au solaire. Donc voilà, ça, c'est un projet qui effectivement me semble tenir la route. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une société existante,
il y a des technologies existantes, parce que quand on parle de blockchain, c'est un réseau informatique, c'est une base de données. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de l'enforcement de ce qui se passe sur le blockchain dans la vie réelle, mis à part la police éventuellement, il n'y a personne qui oblige à refléter la réalité dans le monde dans lequel nous vivons de ce qui se passe dans la blockchain. Donc là, en tout état de cause, ce projet-là, il y a une entreprise, il y a des équipes, il y a de la propriété intellectuelle, il y a des brevets qui ont été déposés et ils existent depuis déjà 8 ans. Pour moi, ça, c'est un bon projet d'ICO. Non, mais en dehors des exemples d'ICO qui a eu lieu, je pense que, c'est un mécanisme invraisemblable et génial pour l'innovation, en général. Et je pense qu'à un moment donné, ça tombera, entre guillemets, dans le domaine public, c'est-à-dire pas que dans les entreprises blockchain, mais dans toutes les entreprises qui sont innovantes. Ça permettra également de ne pas être confronté, comme beaucoup de startups qui sont dans le gap entre le seed et le série A en levée de fonds et qui, la plupart, ne trouvent pas d'argent. Ça peut être un nouveau relais pour eux. Et je pense qu'une bonne ICO, c'est une ICO avec des gens compétents et avec un projet qui existe déjà et pas simplement un dossier. Alors, il y a eu des équipes qui étaient très bonnes, on verra ce que ça donne. Moi, personnellement, je pense que sur toutes les ICO, je pense qu'il y en a 90 qui vont disparaître, 90%. Mais c'est pas grave, c'est une très bonne chose, ça va avancer. Comme je disais, bon, ça fait beaucoup d'argent, mais ça fait pas grand-chose finalement, pour quelque chose qui n'existait pas avant. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'une entreprise qui existe déjà encore aujourd'hui, quelle que soit son activité, qui a un chiffre d'affaires, quelle que soit sa juridiction, puisse pas procéder à une ICO plutôt que faire une énième levée de fonds. Une société française qui voudrait lever 50 millions d'euros pour pouvoir se développer à l'étranger, elle peut tout à fait faire une ICO elle pourrait tout à fait faire une ICO plutôt que de faire une levée de fonds. Et je pense que d'ailleurs les actionnaires seraient assez contents parce qu'ils ne seraient pas dilués. Ouais, je crois, pour rebondir sur ce que tu disais, le concept effectivement d'adresser un problème du marché pour les petites boîtes, les jeunes boîtes qui sont pré-projets ou pré-produits, je trouve que le parallèle il est assez intéressant avec le phénomène de crowdfunding qu'on a eu au tout début avec les Kickstarter, etc. Où en fait c'était des gens qui venaient sur un site en disant je vais inventer la bouteille d'eau connectée, ça va être la meilleure bouteille connectée jamais réalisée, mettez de l'argent sur mon projet. Et il y a des gens qui ont comme ça levé des millions et des millions. Je me souviens d'un exemple d'une glacière connectée, le mec a levé des dizaines de millions. Bon, après il est parti en vacances avec l'argent, mais et du coup j'ai l'impression que c'est un peu le même, on est un peu en train de revivre ça avec effectivement aujourd'hui, au lieu de payer en dollars ou autre, on paye en cryptocurrency, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive avec un projet et en face on a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur effectivement la qualité d'une équipe, la qualité du projet en lui-même. Et je pense que la clé, c'est pas forcément d'avoir déjà quelque chose qui existe, parce que c'est aussi ça le concept quand on investit, c'est de prendre du risque et d'accompagner des entrepreneurs très tôt. En tout cas, c'est ma conviction en tant qu'investisseur. Mais c'est aussi juger la capacité à ce que la société délivre déjà son service et ensuite arrive à créer autour d'elle un réseau de prestataires, de technologies, de start-up, de compétiteurs qui fassent un vrai écosystème. Et d'ailleurs, je pense que de manière générale, quand on regarde les ICO, il y a un peu ces deux tendances-là. Il y a les ICO qui concernent finalement des produits ou des services qui sont un peu, je dirais, de l'infrastructure sur lesquels on va venir mettre du service. Donc typiquement, c'est le cloud storage, donc une sorte de Dropbox décentralisé, par exemple. Bon, bah ça, on imagine que ça a vachement de sens parce qu'aujourd'hui, on paye des fees à Dropbox pour pouvoir stocker ces fichiers en ligne. Il n'y a pas tellement de raisons de ne pas imaginer que la Dropbox puisse permettre de mutualiser la puissance de calcul, mutualiser la puissance de stockage et que le token, justement, puisse rétribuer ceux qui squattent la place vis-à-vis de ceux qui offrent de la place dans leur disque dur. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un écosystème et que c'est assez positif. Et je pense que, en tout cas de mon point de vue, ces ICO qui sont un peu, je dirais, infrastructures, ont du sens. Et on peut facilement mesurer leur pertinence, et donc je trouve ça plutôt attractif, là où des purs services, typiquement le énième Uber de je sais pas quoi, qui viendrait utiliser la blockchain pour faire quelque chose qui a déjà été fait par ailleurs. Un peu ce que j'ai entendu. Ce que Florian disait, voilà, c'est ce que Florian disait. Des projets qui font du sens vraiment dans un écosystème blockchain particulier, en apportant des nouveaux types de services. Alors c'est pas forcément un gage de succès,
Mais si le projet est sérieux, au moins, voilà, on investit comme si on investait dans une Qu'est-ce que startup. tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes lorsque tu décides? Tu dis voilà, je vais peut-être investir dans cette ICO. C'est quoi les... Alors je regarde Qu'est-ce que tu regardes l'équipe, les personnes qui sont en train de créer le projet. Est-ce que je les connais? Est-ce qu'elles sont connues dans l'écosystème? Est-ce que ce sont des gens de confiance? Je regarde évidemment le projet en lui-même. Est-ce qu'il me semble avoir un intérêt, pas seulement économique, mais un intérêt global, ce qui va apporter quelque chose finalement à l'écosystème, ce qui va générer a priori de l'intérêt de beaucoup de personnes. Et puis après, il y a le sérieux, tout simplement, du white paper, de la façon dont le projet est présenté. Est-ce que techniquement, les personnes, le white paper fait référence à des choses pertinentes? Est-ce qu'il est conscient? Voilà. Alors, en fait, c'est presque une démarche d'investisseur, c'est vraiment une démarche d'investisseur classique, c'est-à-dire est-ce que le white paper décrit l'état du marché tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont bien conscience des défis qu'ils ont à relever, des moyens qu'ils vont employer pour réaliser ces défis, etc., etc. Il y a dans le white paper des aspects techniques sur le smart contract, etc. Ouais. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas un geek, pour utiliser le mot à la mode, peut appréhender et comprendre correctement un white paper? En faisant appel à un ami. Tu es notre ami? Au-delà du white paper, il y a le smart contract. Le smart contract, il faut être capable d'aller le lire et savoir comprendre ce qui est écrit dans les 10 ou 20 ou 50 lignes et voir effectivement s'il n'y a pas un moyen de détourner une backdoor, comme on dit, pour aller récupérer l'argent. Enfin, on a un super exemple avec la DAO. Alors certes, c'était un bug, mais il y en a d'autres et il y en aura d'autres où l'argent va disparaître comme ça. Et il ne va pas y avoir un hard fork à chaque fois qu'il y a une boulette. Mais entre nous, c'est raisonnable ça comme approche? Est-ce qu'il est raisonnable à part peut-être quelques personnes extrêmement au fait, est-ce qu'il est raisonnable de dire qu'on peut comprendre et déceler des anomalies dans un smart contract? C'est raisonnable ça? Absolument pas raisonnable. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait en face des professionnels qui sachent effectivement adresser tous ces éléments. Il y a les éléments techniques, il y a les éléments qui le sont un tout petit peu moins liés au business model et à l'équipe, etc. Mais derrière... on parle d'argent, on parle d'investissement. Alors oui, il y a les whales qui ont beaucoup d'argent et qui font... C'est quoi des whales? Parce que pour moi, c'est des baleines. C'est quoi des whales? C'est un petit peu ce que tu nous expliquais. Ceux qui sont immensément riches en bitcoin ou en ether. Ils font bouger les cours comme ils veulent. Vous avez compris, on les appelle les whales. Non mais après, bon, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais ça c'est un peu... c'est la même chose dans n'importe quel business. Je veux dire, moi, je ne comprends rien dans d'autres secteurs, je ne vais pas m'amuser à investir dedans. Non, mais parce que la manière dont c'est expliqué, ils vont partir en courant, parce que les ICO, moi, je pense que, comme je disais, le mécanisme est formidable pour l'innovation, mais comme dans tout secteur, on ne va pas investir ou boursicoter comme certaines personnes le font, parce qu'effectivement, elles peuvent perdre de l'argent. Et pas que parce que ce sont des gens qui ne sont pas compétents. Il y a d'autres facteurs dans une entreprise qui peuvent faire que la boîte, dans 2 ans, n'existe plus. Voilà, mais je pense quand même que, effectivement, il faut une équipe et regarder comme n'importe quel business angel qui investirait dans une entreprise ou une start-up X ou Y. Elle a entièrement raison. Effectivement, on revient à des fondamentaux qui sont de dire aujourd'hui, les fonds d'investissement, les VC, ils ont une politique d'investissement. Ils définissent quels sont les secteurs qu'ils connaissent et dans lesquels ils ont les bons contacts. Dans le monde des ICO, c'est la même chose. Effectivement, moi j'ai investi dans Storj parce que je comprends le business model qu'il y a derrière. C'est ce que tu peux rappeler ce que c'est que Storj? Storj, c'est du stockage décentralisé, on pourrait dire, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de téléchargements pirates avec Emule. C'est pas bien. Je sais, mais je suis plus en juridiction française, donc ça va. Mais j'ai compris effectivement la valeur que ça pouvait apporter, tant pour l'investisseur, tant que pour celui qui a le token et celui qui offre le service. Il y a d'autres ICO où je ne comprends rien. On m'a demandé proposer récemment une ICO sur du real estate. Je suis parti en courant. Pourquoi? Parce que le real estate, je ne connais pas. 2, ça me parlait dans le même white paper de token utility d'investisseurs. Si j'investis pas dans un token utility, j'investis dans une security. L'équipe, il y avait des advisors. C'est bizarre, j'ai fait ma due diligence. Je savais que les advisors n'étaient pas advisors. Je suis parti en courant, c'est un scam.
Donc, Et pour reprendre ce que tu disais, Thibaut, tu utilisais le terme est-ce que c'est pas fou de devoir rentrer comme ça dans le smart contract, etc. Je pense que ce qui est fou, c'est de penser que c'est la fête et qu'on peut gagner à tous les coups. Donc effectivement, il faut avoir dans les ICO comme dans tout investissement une démarche très rigoureuse. Effectivement, faire une due diligence sur l'écosystème, sur les gens, l'équipe, sur la partie techno. Tout le monde n'est pas capable de lire un smart contract, mais comme les VC de manière générale, ne sont pas non plus capables de descendre toujours dans les détails de la technologie. En revanche, il faut savoir s'entourer, il faut savoir poser les questions, pas forcément à des amis, mais à des gens qui, eux, savent. Il faut vérifier qu'effectivement la team est bien entourée d'advisors qui, eux, ont la compétence technique, etc. Et ensuite, c'est un job, je dirais, d'analyse assez classique d'investissement parce que ça reste un investissement. Ou alors on peut le voir de l'autre côté comme étant un pur jeu, le loto. Et dans ce cas-là, c'est un autre sujet, mais au loto, il y a un mec qui gagne et il y a des millions de gens qui perdent leurs 2 ou 3 euros que coûte une grille de loto. Donc c'est ça l'enjeu, on est sur de l'investissement, on a un process d'investissement très rigoureux et c'est ça qui pas garantit le succès parce qu'évidemment on ne peut jamais le garantir, mais limite les risques et à nouveau, c'est pas un jeu. Christophe, j'ai une question pour toi. C'est comme je te sais très pédagogue. Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne sont pas nécessairement des experts de la question des ICO, d'expliquer la création du marché secondaire des ICO? Parce que finalement, c'est ça que la plupart des gens recherchent, n'est-ce pas, aujourd'hui? C'est de pouvoir faire une plus-value rapide quand ils achètent des tokens. Revenons à des choses assez fondamentales, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Pourquoi des gens investissent dans les ICO en achetant des jetons? C'est parce qu'ils espèrent faire une plus-value, on est d'accord avec ça, et plutôt une plus-value rapide. Comment ça se matérialise? Vraiment de manière pédagogique, parce que tout le monde ne comprenait pas. C'est vrai, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai aujourd'hui, c'était pas vrai au moment où il y a eu la tokenisation et où on a lancé des ICO. Moi, je connais des entreprises avec qui on travaille, qui ont fait une ICO, ils ont mis le token à 5 centimes, et c'était parce qu'il fallait fédérer des équipes d'ingénieurs pour développer un projet, etc. etc. Et ils ne cherchaient pas à faire de la spéculation, et d'ailleurs, ils ont fermé très très rapidement, ils ont levé que dalle, 500 000 euros, enfin, que dalle par rapport à... on ne parle pas de ça aujourd'hui. On ne parle pas de ça ici. Non, mais je suis d'accord, mais c'est comme ça que ça a commencé, surtout. Alors, non, mais ce qui devient un peu vicieux, si je puis dire, c'est les ICO qui sont backés par ou des fonds ou des personnalités. Parce que on crée une équipe, où on part d'une idée avec une équipe, et on va créer la valeur simplement en disant, ben voilà, il y a tel advisor qui va être dedans, qui va faire ci, il y a tel mec qui va faire ça, et puis il y a tel investisseur qui va mettre 4 millions de dollars, et puis il y a Paris Hilton qui vient, Floyd Mayweather, etc. Et donc, qui vont être dépensés en marketing uniquement. Donc le coût d'accès au capital devient... non, mais c'est le roadshow. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est surtout que donc, les gens qui vont investir en pré-sale des tokens, en pré-ICO, eux vont avoir un discount très important. Et d'ailleurs, vous avez des fonds qui disent en dessous de 90% de discount, moi je rentre pas. Et si vous n'avez pas 2 millions de dollars pour faire votre roadshow, je rentre pas non plus. Et donc c'est la raison pour laquelle quand vous lancez l'ICO, bah, évidemment ils ont de l'argent pour communiquer, ça dure un mois, la valeur monte, et puis une fois que c'est terminé, souvent les ICO perdent 30% parce qu'il y en a beaucoup qui vont se couvrir, comme ils ont acheté le token à cadeau. Bah évidemment, ils peuvent le revendre à une valeur bien plus importante que celle qu'ils ont achetée. Donc ils sont déjà couverts. Mais alors, ce qui ne veut pas dire que c'est un scam. Ce qui veut dire qu'ils ont fait une opération blanche. Donc ça leur a coûté 0. Mais en même temps, ils ont créé une valeur. Alors après, reste à savoir si l'équipe va fonctionner et est-ce que le projet va voir le jour un jour. Mais voilà. Alors, ce que tu disais, c'est que mécaniquement... Bah, le token est donc tradable. La réalité, c'est que tant qu'il n'y a pas une activité liée à ce token, ou bien si ce n'est pas un token utilitaire, parce que ça peut être une securities et utilitaire, il y a mécaniquement, ça monte, ça descend. Mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question, Christophe. C'est de manière pédagogique. J'ai acheté mes tokens. Comment mon token prend de la valeur? Où je peux le revendre? Comment ça se passe? Parce qu'ici, tout le monde n'est pas nécessairement expert de la question. Déjà, pour acheter des tokens, il vous faut en général soit du Bitcoin, soit de l'Ether. On ne peut pas acheter un token avec de l'argent fiat. L'argent fiat, ça veut dire en payant
avec moyen de paiement traditionnel, carte de Si vous crédit en ou avez vu, moi, virement. j'en ai pas vu beaucoup, mais Bah, si, ça existe aussi. Donc Ok. ça existe aussi. Donc à certaines ICO, on peut acheter avec en crypto ou en argent fiat. Mais mettons, une fois que j'ai acheté un token, qu'est-ce qui se passe après? Bah, après, c'est sur quel marché il va être listé, sur quelle plateforme il va être listé, parce qu'un marché est normalement réglementé. Là, on parle en général de plateformes non réglementées, donc il n'y a pas du tout de protection de l'investisseur. Là, c'est les marchés sur lesquels vous avez des books d'ordre, donc des carnets d'ordre, pardon, où vous placez vos ordres, vous avez des stop-loss, tous les types d'ordres que vous pouvez avoir quand vous boursicotez sur les plateformes type Boursorama. Et ensuite, oui, c'est là où on parle de liquidité, c'est à quel moment quelle plateforme sur laquelle vous allez aller pour, entre guillemets, avoir le maximum de liquidité au moment où vous voulez vendre ou acheter. Donc là, en général, ces plateformes sont des plateformes faites pour des traders, principalement. Après, c'est effectivement, il faut savoir gérer son wallet. Donc c'est pour ça qu'en général, ça se passe sur les plateformes, parce que régénérer un autre wallet pour une autre crypto, c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde. Oui, peut-être ajouter simplement que c'est souvent des Oui. marchés, c'est quasiment exclusivement des marchés qui, pour le coup, sont des marchés crypto-crypto. Donc même si vous avez acheté vos tokens en euros, vous ne pourrez pas les échanger a priori contre des euros dans un marché secondaire. Ce sera forcément contre d'autres crypto-monnaies. Avec toutes les critiques, effectivement, très justes, des marchés secondaires sur crypto-monnaies aujourd'hui qui sont relativement opaques et peu transparents. Et aujourd'hui, on constate un peu des dérives sur ces marchés secondaires des ICO, avec des ICO qui finalement promettent au moment de l'ICO déjà qu'elles vont être listées sur tel exchange pour un petit peu faire gonfler le prix, enfin en tout cas faire attirer des nouveaux investisseurs qui se disent si le token va être listé, c'est qu'a priori c'est un projet sérieux, etc. Alors que ça n'a aucun rapport. Au contraire, aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que les plateformes d'échange, pour lister un token, grosso modo, il faut deux choses. Il vous faut un token qui n'est pas une security, donc qui n'est pas analysable comme un titre financier, un titre en droit américain, parce que là vous êtes foutu, vous allez pouvoir être listé nulle part, et beaucoup d'argent. En fait, il faut payer les plateformes Tout à fait. pour être listé dessus. Il faut payer les plateformes pour être listé. Donc, D'accord. Il faut savoir qu'il y a à peu près 6 à 8 mois, pour aller sur les toutes petites plateformes d'échange, ça coûtait entre 1 et 1,5 bitcoin. Aujourd'hui, on est monté à des montants qui vont de 15 à 50 bitcoins pour pouvoir être listé. Alors bien sûr, là, pour faire lister son token, il faut payer en bitcoin, évidemment. Ils sont pas bêtes. Oui. Ok. Et, en fait, finalement, ça marche. Juste peut-être pour revenir sur on abordait un petit peu la question des modalités d'organisation et des prix sell qui sont parfois avec des prix très décotés, etc. Ce qu'on constate souvent, c'est que à l'arrivée sur le marché secondaire, c'est assez révélateur de est-ce qu'il y a eu des discounts ou pas. Si votre token, juste après l'entrée sur le marché secondaire, vaut 50% de son prix d'origine, c'est qu'a priori, vous avez des gens qui l'ont eu à 50% du prix. Voilà. Mais ça, on appelle ça de la manipulation des marchés. Par analogie en tout cas. On reviendra sur ces questions lors de la table régulatoire. C'est le bon moment pour poser des questions. On est vraiment dans le timing. Donc on a 15 minutes maintenant pour échanger avec vous. Alors qui souhaite poser une question? Vous pourrez faire éventuellement un commentaire aussi si vous avez une expérience à partager, du moment que ce ne soit pas trop long. Oui, alors il y a une personne qui se cache à mes yeux, parce que je ne vous vois pas. Voilà. Bonjour. Question, alors, est-ce que n'importe quelle société peut faire une ICO ou est-ce que ce sont que les sociétés qui vont, en fait, quand ils vont émettre les tokens, est-ce que ces tokens, finalement, doivent être réutilisés dans l'écosystème dans lequel ils les émettent? Je donne un exemple, une société qui crée un jeu qui émet des tokens, ces tokens vont pouvoir être utilisés dans le jeu lui-même pour pouvoir jouer le jeu, ou est-ce qu'une société qui fait des machines agricoles peut également faire une ICO? Alors, peut-être rapidement, en théorie, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de régulation aujourd'hui. En pratique, si votre token n'a pas de sens
techniquement, c'est-à-dire si les personnes qui l'achètent ne comprennent pas à quoi il va leur servir, les chances de succès de votre ICO sont relativement faibles. Alors, je sais pas si... Et puis un enjeu aussi techno, c'est que pour faire une ICO, il faut savoir, avoir la capacité technique d'émettre un token et de le faire vivre ensuite sur les réseaux. Donc effectivement, de n'importe quelle boîte et n'importe quel business model, vu que c'est un peu la prévente de services pour simplifier, par définition n'importe qui pourrait le faire. En revanche, il y a effectivement la barrière techno qui est la capacité à émettre un token, et deux, la barrière, je dirais, du sens, ou en tout cas de la valeur, qui oblige, je dirais, à avoir dès le début cette idée de créer un réseau de prestataires, de partenaires autour de soi. Et donc ça, c'est plus un enjeu sur le business model et sur la raison d'être finalement de la société. Donc c'est un enjeu qui est important aussi. Et puis il n'est pas obligatoire d'être sous forme de société pour faire une ICO. Vous pouvez fonctionner avec des véhicules de type fondation sur le modèle Tsouk, ensuite comme l'a fait Ethereum étant les précurseurs. Vous pouvez aller sur des sociétés. D'un point de vue juridique, on peut s'appuyer sur différents types de montages. Il y a déjà eu des ICO, il n'y avait pas de structure juridique non plus. Tout à fait. Oui, par contre là, en termes de risque, c'est une très mauvaise idée. Tu crois? Oui, il y a un monsieur. Alors, par contre, est-ce qu'on... On va voir si vous avez une voix qui porte. J'aimerais poser une grande question à tous les intervenants, peut-être aussi ceux d'après. Pour beaucoup de gens qui font des ICO, ils ne promettent rien, les tokens, vous n'avez rien finalement. D'accord? Donc je comprends tout à fait pourquoi. On leur dit qu'il ne faut surtout pas faire autre chose parce que vous allez aller en prison, etc. Mais moi, ce que je voudrais quand même demander, est-ce qu'on peut promettre quelque chose aux investisseurs? Le droit de vote, je ne sais pas, on va pour chaque token acheté, on va construire un parc avec des jeux dans un quartier en difficulté, ou je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'on peut promettre quelque chose aux investisseurs, ou vous avez le droit d'influencer un système software, ça va servir aux intérêts, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut oser le faire? Ouais, je pense qu'on vous a compris. Vous avez une belle voix, donc merci. Alors, qui veut répondre? C'est une question effectivement importante. Je dirais que la limite, et on l'a déjà vu, c'est l'imagination de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce token. Les tokens, aujourd'hui, si vous le mettez sur Ethereum, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et si vous avez une petite équipe ou des bons consultants techniques, ça va vous prendre peut-être une journée à coder le smart contract pour aller sur quelque chose de très simple. Donc ensuite, c'est de l'imagination de qu'est-ce qu'on met dans le token, à quoi il donne droit. Beaucoup ont dit les tokens, ils ne donnent droit à rien, ni droit de vote, ni quoi que ce soit, justement pour éviter de se faire rattraper un jour par la patrouille. Mais ensuite, derrière, j'espère, et on commence déjà à le voir, qu'il va y avoir des projets où les tokens donnent un certain nombre de droits, parce qu'il y a des gens qui investissent. Oui, peut-être ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, la réglementation incite les acteurs à concevoir des investissements qui n'ont pas d'intérêt pour les investisseurs. Mais c'est exactement ça. Parce que la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui, aux États-Unis notamment, alors c'est pas exactement le cas en France, mais on a beaucoup peur des États-Unis, donc on fait toujours attention à ce qui se passe là-bas. La SEC considère comme une securities tout token qui ressemblerait à un titre financier d'une façon ou d'une autre. Donc typiquement, quand on parle d'un token qui fait du sens, c'est un token qui représente un intérêt et qui finalement est un investissement. Et donc, au sens de la SEC, est une securities. Et le problème, c'est que si on rentre dans la catégorie securities aux États-Unis, les formalités pour pouvoir proposer l'investissement, etc., en fait, font que vous n'allez pouvoir proposer l'investissement qu'aux personnes qui ont un patrimoine supérieur à $1 million, en suivant une procédure extrêmement longue et coûteuse qui prend 6 à 8 mois, qui va vous coûter $500 000. Donc, on n'est plus du tout sur les modalités faciles d'organisation d'une vente d'ICO telles qu'elles se font aujourd'hui. Donc, pour éviter toute qualification de securities, eh bien, effectivement, les projets s'auto-censurent, et des projets qui partent avec une idée de donner des droits de vote, de donner des droits à dividendes avec des tokens, des choses comme ça, finalement aboutissent avec un token qui a beaucoup moins de sens, qui est beaucoup moins intéressant, pour éviter justement cette qualification. Donc c'est un paradoxe que finalement la réglementation qui est censée protéger les investisseurs aujourd'hui aboutit à finalement léser les investisseurs. Je suis vraiment d'accord avec toi.
Une autre question, il nous reste quelques minutes. On pourrait prendre encore peut-être une voire deux questions. Il y a une main qui s'est levée là. Est-ce que vous avez entendu la question ? Oui, ce type de société existe à Fleury, vous en avez partout. Sur LinkedIn, vous allez trouver des centaines de candidats qui seront prêts à vous aider. Après, il va falloir faire le tri. Mais sur les 6 derniers mois, il y a beaucoup de sociétés qui sont apparues sur les aspects techniques et financiers et comment créer une ICO dans de bonnes conditions. Il y en a en France notamment. Et en France aussi, oui, de façon professionnelle. Une dernière question. Donc le monsieur là, j'aimerais bien vous passer le micro, mais c'est un peu compliqué. Oui ? Voilà, parfait. Merci, bonjour. Puisque le thème de la roundtable, c'est l'état des lieux des ICO à ce jour, moi je me posais une question qui est la suivante. Est-ce qu'on a une vision sur l'origine géographique des investisseurs dans les ICO à ce jour ? Est-ce qu'il y a des pays où les investisseurs sont particulièrement actifs dans les ICO ? Et si oui, évidemment, lesquels ? Beaucoup d'investisseurs viennent des US, de Chine, Japon, Corée, principalement. Ça rejoint un peu la géographie, ce que tu disais tout à l'heure, Christophe, ça rejoint un peu la géographie des premiers gros investisseurs Bitcoin, en fait. C'est ça, il faut retracer ceux qui ont beaucoup de Bitcoin aujourd'hui, ou en tout cas ceux qui étaient là au début, ou qui ont acheté du Bitcoin très tôt dans l'histoire du Bitcoin, et qui donc aujourd'hui ont beaucoup d'argent en Bitcoin et plus récemment en Ether, et c'est eux qui investissent massivement, en tout cas comme primo-investisseurs dans les ICO. Donc je pense qu'en superposant les deux cartes, il doit y avoir une forte corrélation entre les deux. Peut-être. Il y a la différence entre bannir et faire l'effort de savoir qui sont vos investisseurs, les identifier. Et... Oui, c'est une des problématiques aujourd'hui dans les ICO, c'est que la plupart des ICO ne font pas de procédure de connaissance du client ou des choses comme ça avant de réaliser l'opération. Donc en réalité, l'origine des fonds reste à peu près inconnue. Donc là, ce sont des indicateurs divers qui permettent de dire qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes des États-Unis, de Chine, etc. Mais pour une ICO donnée, en fait, on n'a pas ces informations. Et même l'ordinateur de l'ICO ne l'a pas. Merci, on va clôturer ce panel. Merci à vous. Nous allons poursuivre le programme.